Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à Marjorie pour cette introduction qui nous montre combien l'orientation des 10 est tributaire du regard que l'on pose sur leur handicap. Et maintenant, nous allons voir aussi que leur parcours personnel et professionnel, souvent chaotique, engendre une dégradation de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Nos intervenants en présence, notamment donc Hélène Legault, Marine Fourest-Raymond, Martine Thomas, Fabienne Borlose et Yvan Coelho, à travers leur programme de formation et d'accompagnement, vont nous faire part, entre autres, du type de public qu'ils accompagnent, en quoi un travail sur soi et sur les relations avec autrui sont essentiels pour construire un projet de vie, puis entrer dans l'emploi. Voilà, donc pour débuter cette table ronde, je vais donner la parole à Hélène Legault, chargée de mission inclusion à l'ONICEP. Merci Hélène de prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup à la FF10 pour son invitation. Donc je vais vous présenter rapidement l'ONICEP. Donc c'est un organisme public dont la mission est d'informer tous les publics sur les formations, les qualifications, les métiers. Il conçoit des produits et des services numériques, édite des publications et alimente une base de données sur les formations. Il met à disposition des jeunes et de ceux qui les accompagnent des ressources pédagogiques pour accompagner l'orientation. Donc, je suis responsable de la mission inclusion et la mission inclusion veille à ce que les besoins éducatifs particuliers et donc les situations de handicap soient pris en compte dans l'ensemble des publications et des services de l'ONICEP. Donc c'est une toute petite équipe, mais qui travaille de manière très transversale avec tous les services et les directions de l'ONICEP. Je vais vous présenter un panel de ressources donc, dans lesquelles vous pourrez puiser. Il y en a beaucoup à l'ONICEP pour accompagner l'orientation. Donc je vais vous présenter celles qui relèvent davantage de ma mission. En tout premier lieu, l'espace inclusion et handicap du site ONICEP, donc qui comporte des informations sur le parcours de scolarité des jeunes en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers, les aides et les aménagements dont ils peuvent bénéficier, jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc il propose aussi des témoignages, le lien vers des publications comme la collection Handi Plus dont je reparlerai plus tard et la collection Pourquoi pas moi. Il propose également des fiches métiers en images réalisées par des élèves, des vidéos et un moteur de recherche vers un ensemble de structures et de dispositifs concernant les besoins éducatifs particuliers. La plateforme Mon Orientation en ligne, donc c'est une ressource que vous pouvez solliciter. Donc une cinquantaine de conseillers répondent par téléphone, par chat ou par mail aux questions que leur posent les jeunes, les familles ou les professionnels. Et donc ce sont des réponses très circonstanciées qui puisent dans toute la base de connaissances de l'ONICEP. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils répondent aussi particulièrement aux questions concernant Parcoursup et sont en capacité d'apporter des réponses concernant des jeunes à besoins spécifiques. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Le programme à venir. Donc, c'est un programme qui est en cours de développement, de création, qui vise à offrir à tous les jeunes les outils nécessaires pour construire progressivement et sereinement leur projet d'orientation, leur parcours de formation et leur entrée dans la vie professionnelle. Il leur propose de développer leurs compétences à s'orienter tout au long de leur parcours. Et il vise aussi à accompagner les équipes éducatives dans le suivi de l'orientation de leurs élèves.
Donc à ce jour, une offre de service en ligne est disponible que vous trouverez en bas de la page d'accueil du site ONICEP. Il y a un lien vers l'offre de service à venir. Et il y a également un module pour le lycée qui est déjà en ligne. Voilà, une plateforme plus complète, donc le programme à proprement parler sera mis en ligne à la rentrée 2024. Donc je vous présente aussi une publication que vous trouverez dans la salle d'exposition où sont tous les stands. Elle est en libre service, donc n'hésitez pas à en prendre un ou plusieurs exemplaires. C'est la collection En dit plus. C'est une publication qui s'appelle Des études supérieures à l'emploi, qui est un petit vadémécum de tout ce qu'il faut savoir sur l'accompagnement et les aides dont peuvent bénéficier les jeunes dans l'enseignement supérieur et dans l'accès à l'emploi. Voilà, donc elle vient d'être rééditée, elle sera diffusée dans les lycées, dans les CIO et dans les services universitaires d'information et d'orientation. Voilà, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Elle est également, il y a un QR code, elle était également en téléchargement sur le site de l'ONICEP. Donc il y a des informations pratiques, des petits témoignages qui illustrent la publication. Et dernier point, donc tout récemment, mercredi dernier, l'ONICEP organise régulièrement des chats, en particulier des chats dédiés au handicap ou aux besoins éducatifs particuliers. Et mercredi dernier, nous avons organisé un chat sur l'orientation des élèves avec un trouble 10. C'est Caroline Huron qui a apporté son expertise. Et donc la transcription intégrale du chat avec les questions qui ont été posées et les réponses apportées est en ligne sur le site de l'ONICEP, donc vous pouvez y accéder très facilement. Voilà, donc je vous remercie et je vous propose de nous retrouver, si vous le souhaitez, sur le stand de l'ONICEP qui est avec la FF10 dans la salle à côté. Merci Hélène. Je vais maintenant donner la parole à Marine Forest-Raymond, qui est directrice donc, de la Pépinière des Talents, qui a créé donc, cette prépa apprentissage pour des jeunes de 16 à 19 ans. Et donc vous êtes localisée dans l'Isère, près de Grenoble. Marine, cette Pépinière des Talents, où vous vous adressez à un public jeune, quels sont les parcours de ces jeunes 10 que vous accueillez et par quel cheminement est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous? Et pouvez-vous nous détailler aussi le choix de vos axes d'accompagnement? Merci. Alors, bonjour à tous. Oui, on a créé en 2019-18 une association pour faire une proposition aux jeunes porteurs de troubles 10 et on a répondu à un appel à projet du ministère du Travail qui était une expérimentation, l'expérimentation PIC, plan d'investissement dans les compétences, avec... Ouais, c'est pas grave. Donc, le PIC permettait de faire une proposition de prépa-apprentissage. Donc on a répondu à cet appel à projet. En 2020, on a pu ouvrir notre première prépa apprentissage spécialement dédiée aux jeunes porteurs de troubles 10 dans le cadre de ce PIC. On a ouvert une première classe, en fait maintenant ça fait 3 ans, on est en train d'ouvrir notre 4e promotion et on accompagne 10 à 15 jeunes chaque année. C'est une année scolaire entière et l'objectif de cette prépa apprentissage, c'est de permettre à jeunes de travailler sur 2 axes principalement. Le premier axe, c'est le pôle savoir-être, puisque c'est un pôle qui est extrêmement important pour les entreprises. On parle toujours de savoir-être en entreprise. Le savoir-faire, les entreprises savent le donner. Par contre, le savoir-être, ils ne savent pas. Donc, on travaille sur ce pôle savoir-être pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a constaté que les jeunes qui étaient en rupture avec le système scolaire traditionnel, puisque c'est notre cible principalement, à la Pépinière des Talents, ce ne sont pas que des jeunes qui sont en situation de handicap, mais ce sont des jeunes qui sont en rupture avec le système scolaire traditionnel, qui ne trouvent pas leur voie et pour qui, à la fin de la 3e, on les a gentiment remerciés en les invitant à aller s'orienter vers une autre filière plutôt professionnalisante. Alors souvent, nous, on s'est interrogé de comment est-ce qu'on peut demander à un enfant de 15-16 ans
de partir vers une voie professionnalisante quand on sait qu'aujourd'hui, même à 30, 40, 50 ans, il y a toujours des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire demain. Donc c'est une vaste question et ces jeunes-là qui sont en rupture, et ben finalement cette question qui leur vient en plus de dire non seulement tu as foiré à l'école, mais maintenant il va falloir que tu trouves une orientation qui te convienne. À l'âge de l'adolescence, c'est particulièrement complexe. Donc cette proposition qu'on leur fait, c'est une année pour déjà donc effectivement travailler son savoir-être avec soi-même, savoir-être en société, savoir-être avec son trouble 10, savoir se dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être 10 ? D'ailleurs, les jeunes qu'on accueille à la Pépinière des Talents, souvent on leur dit très bien, t'es dyslexique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ils n'en savent rien. En fait, ils savent qu'ils ont un trouble, ils savent que c'est compliqué, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, si, mais dans la vie professionnelle, dans leur avenir, qu'est-ce que ça va impacter ? Donc, c'est ce pôle savoir-être sur lequel on travaille tous ces aspects-là. On va leur parler de leur hyperfatigabilité. On va leur parler de leur hypersensibilité. On va leur faire prendre conscience que, effectivement, en entreprise, si on leur propose de travailler en open space, à côté des toilettes, s'ils sont avec un trouble du déficit de l'attention, ça va être complexe pour eux. Et qu'il vaut mieux qu'ils demandent un bureau un petit peu plus loin, un peu plus à l'écart, avec une possibilité d'écouter leurs besoins. Par exemple, pour un hypersensible, comme je suis, puisque je suis porteuse de trouble 10 et l'ensemble de l'équipe à la Pépinière des Talents, on est porteur de trouble 10, vous parlez sans vous voir avec cette lumière qui m'éblouit, c'est juste insupportable. Et le brouhaha à côté, c'est assez complexe aussi, mais je prends sur moi. La deuxième pôle, et c'est le sujet du jour, c'est le pôle orientation professionnelle. 10 mois pour choisir son orientation, ce n'est pas 10 mois de perdu, c'est 10 mois de gagné. C'est 10 mois pour mon avenir, choisir une orientation qui me convienne, prendre le temps de réfléchir à ce qui fait sens, prendre le temps de réfléchir à l'environnement dans lequel je veux travailler, dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, prendre le temps de considérer que non, je ne suis pas nulle, j'ai des compétences, j'ai des talents, je peux être une vraie richesse pour les entreprises qui m'accompagnent si ces entreprises me donnent la chance de m'épanouir. Et donc, dans le cadre de nos actions, on a également créé ce qu'on a appelé un laboratoire de bonnes pratiques pour accompagner les entreprises à l'insertion professionnelle des 10 qu'on leur envoie. Puisque dire à un jeune, tu vas partir dans telle entreprise, mais si on ne donne pas les clés de la réussite à l'entreprise qui va accueillir le jeune qu'on envoie, eh bien on prend le risque de courir à l'échec. Donc il y a aussi toute cette réflexion d'éduquer l'entreprise dans laquelle il va aller. On éduque l'entreprise à inclure la diversité, puisque ce n'est pas inné d'inclure la diversité, ce n'est pas inné d'inclure le handicap. Donc voilà, ce sont les démarches. Je ne sais pas combien de temps il reste, parce que je n'ai pas ni d'horloge, ni de support. Mais... On est dans les temps. Et ben voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Et je suis à votre disposition aujourd'hui. Merci beaucoup, Marine. Maintenant, je vais donner la parole à Martine Thomas, maître de conférence et chargée du suivi des étudiants à la licence Villebon-Georges Charpak de l'université Paris-Saclay. Martine, dans le cadre de cette licence, vous accueillez, je crois, depuis une dizaine d'années maintenant, des jeunes titulaires du baccalauréat issus de la filière générale et technologique. Oui, c'est ça. Je connais un petit peu cette formation pour y avoir fait quelques visites et y avoir été très bien accueillie d'ailleurs. Donc j'aurais souhaité que vous évoquiez l'essence même de ce projet et ce que vous y faites, à la fois sur même l'organisation des locaux, parce que ça me paraissait intéressant de montrer quelques images aussi, et de montrer effectivement l'entièreté de votre programme, de votre projet. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre formation. Donc, je vais vous parler de la licence Sciences et Technologies, qui est une licence généraliste scientifique et qui a lieu donc à l'Institut Villebon-Georges Charpak. L'Institut Villebon-Georges Charpak, en fait, est porteur de cette licence et également un centre d'innovation pédagogique. Alors, qui sont nos étudiants ? En fait, ils sont issus du bac donc, général pour 2/3 d'entre eux. Et ça depuis les 10 ans, donc on vient d'avoir 10 ans d'existence.
et un tiers de bac techno, donc des bacs techno scientifiques. Donc on est bac STL, STI 2D, STAV, en quantité moins importante, mais quelques STAV. Et à l'origine, c'était vraiment donc l'idée d'égalité des chances et de pouvoir effectivement amener des jeunes qui présentaient des fragilités diverses et variées, notamment sociales, les amener vers l'idée de pouvoir faire des études longues. Et quand on dit des études longues, c'est des études au-delà du bac plus 3, c'est-à-dire minimum bac plus 5. Donc je vais juste rester sur la dia précédente une seconde. Donc on accueille entre 60 et 70% de boursiers. On est très content d'aller de plus en plus vers la parité jeunes femmes, jeunes hommes. C'est pas évident en sciences. Et donc la toute dernière promotion, on est très fiers d'avoir 50-50. Voilà. Et on accueille à peu près 20% de jeunes en situation de handicap. Alors ces 20%, c'est finalement, alors là on peut aller sur la suivante, ces 20%, c'est une moyenne sur les 10 ans, donc là on est plus à 30% depuis quelques années. C'était pas une volonté affichée de notre part, mais c'est effectivement les choses qui ont été mises en place pour accueillir ces jeunes, finalement font ça se trouve être un endroit, un lieu qui est propice aussi à l'accueil des jeunes en situation de handicap. Alors on n'a qu'une centaine d'étudiants qui se répartissent sur les 3 années L1, L2, L3. Et on accueille donc des jeunes qui ont divers handicaps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai mis là sur la diapo donc les troubles de l'attention, des troubles du spectre de l'autisme et des dys. Donc les dys sont en orange clair là. Et donc dyslexique dyspraxique pour la plupart. On a un étudiant dysphasique également. On peut passer à la suivante. Mais finalement, qu'est-ce qui rassemble l'ensemble de ces jeunes? Et dans cette grande diversité, finalement, c'est pour tous, c'est l'amour des sciences et l'intérêt, l'empathie pour l'attraction pour les sciences en général. Alors, ils font tous des maths, de la chimie, de la biologie, de l'informatique, de l'ingénierie, des sciences humaines et sociales. J'ai dû oublier quelque chose, peut-être la physique. Ils ont tous une vraie envie de travailler en collectif. On a énormément de travaux de groupe et on a l'esprit main à la PAC, cher à Georges Charpak, qu'on essaye de placer dans le supérieur. C'est-à-dire l'idée finalement, on va commencer par faire de la pratique, découvrir les choses par soi-même en touchant, pour ensuite aller vers les concepts plus compliqués. Tous ont été recrutés sur un vrai potentiel de créativité. Ils sont un peu différents, mais ils sont tellement attachants et tellement très créatifs. C'est vraiment très intéressant. Et évidemment, tous avec cette envie de poursuivre des études post-licence. Voilà. Alors, si on fait le bilan de ces 10 ans, donc il y a 8 promotions qui sont sorties, qui vont vers des domaines d'activité vraiment très très divers, de l'agronomie au numérique, en passant par l'aéronautique, etc. On a 95% des étudiants qui ont poursuivi leurs études post-passage par la licence, essentiellement en grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, quelques masters également, des masters plutôt pluridisciplinaires. Ils gardent cet aspect pluridisciplinaire. Et si on essaie d'identifier les éléments clés de cette réussite, eh bien, il y en a plein finalement. C'est pas une seule chose. Donc, au-delà des pratiques pédagogiques auxquelles on s'attache beaucoup pour essayer de trouver des choses un peu variées et innovantes, c'est les travaux de groupe. C'est aussi le fait que nos étudiants sont tous logés en résidence universitaire. On a une convention avec le Crous qui permet de les loger à proximité. C'est l'écoute, l'encadrement de tous les jours, la construction avec eux pendant les 3 ans du projet de poursuite d'études et du projet professionnel, qui est handicap par handicap. Ils sont tous traités de la même façon à ce niveau-là. On travaille énormément le développement des compétences transversales. Donc on a un tiers des enseignements qui ne sont pas notés sur 20, mais au travers des compétences, de l'acquisition de ces compétences, et beaucoup de soutien scolaire par des élèves ingénieurs des différentes écoles partenaires. Voilà, donc on peut passer sur la dia suivante où il y a un certain nombre de photos de nos locaux. Donc on est à une seule unité de lieu avec
rien qui est vraiment fixe, c'est-à-dire on peut très vite avoir des petites salles, des grandes salles, tout est sur roulettes, mais sur roulettes qui ne font pas de bruit. Donc, de façon à pouvoir accueillir éventuellement des jeunes qui sont appareillés ou qui ont des troubles auditifs. Voilà, avec des salles de projet. Donc, on a des grands projets de 6 mois où ils vont travailler en groupe. Et voilà, donc sur une construction de quelque chose. Donc, ça va de la lecture d'articles scientifiques à la construction d'un objet. On les voit là sur certaines photos en train de clouer, scier, voilà, ils font un petit peu de tout. Voilà, on est sur Parcoursup, il y a un processus voilà, on a un processus de recrutement qui nous est spécifique, dont on pourra parler, et je suis accompagnée de ma collègue Émilie Hamzala qui est là, donc on peut répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup. Merci. Alors après ces 2 premiers exemples de beaux programmes pour nos 10, entre autres, eh bien, nous allons donner la parole maintenant à Fabienne Borlose, chargée de mission handicap à l'université Paul Sabatier de Toulouse, qui va nous présenter le programme Happy Pêche. Et là, on change de dimension, on change d'échelle, puisque là, il s'agit d'un accompagnement qui se fait pour tous les étudiants en situation de handicap de l'université. Merci Fabienne. Merci, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est un dispositif qui est mis en place à Toulouse et vous allez vite entendre que je viens du sud-ouest. Voilà. Donc c'est un dispositif qui est mis en place pour tous les étudiants en situation de handicap, dont les 10. Et je voudrais particulièrement m'adresser à tous les enfants qui sont dans la salle et les futurs étudiants, parce que je crois que vous venez chercher un certain nombre d'informations. Donc, je peux témoigner de la réussite des étudiants 10 dans les parcours universitaires. On accompagne des étudiants qui sont en licence, qui sont en master, qui sont en doctorat, qui réussissent bien. On accueille chaque année, pour information, 13% de nouveaux étudiants en situation de handicap dans les universités. Ça veut dire qu'on a des réflexions autour des aménagements qui vont être mis en place. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler de liberté pédagogique. On aimerait bien l'avoir. On est quand même assez limité dans ce qu'on peut mettre en place. Mais il y a une vraie réflexion et elle est très évolutive. Donc le dispositif Happy Pêche, la première question qui m'avait été posée, c'était comment est-ce qu'il est mis en place ? Alors d'abord, c'est un dispositif qui fait un gros travail de l'ombre, puisque l'objectif, c'est l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Donc il y a accompagnement des étudiants, accompagnement des entreprises et puis accompagnement, on va dire, du reste de la communauté. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Paul-Angevin, j'espère que j'écorche pas votre nom, qui disait que voilà, c'est toute la communauté qui doit être sensibilisée. Moi, mon discours, il est de dire à tous les étudiants ordinaires, vous êtes demain les collaborateurs de ces personnes en situation de handicap, les managers, les recruteurs. Donc voilà, on ne va pas sensibiliser uniquement les personnes qui sont convaincues, mais aussi toutes les autres. Donc première étape, c'est de s'entourer des acteurs, la GFIP, le Cap Emploi également, au niveau local, et puis toutes les structures qui sont aidantes. Faire une méthodologie de travail de petits pas, c'est-à-dire commencer par mettre des actions très concrètes, de l'accompagnement très concret avec les étudiants, et puis être constamment à l'écoute des jeunes, d'abord de leurs besoins, de leurs difficultés, pour pouvoir les exprimer aux entreprises et ne pas vendre du rêve. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne des jeunes, j'accompagne un dossier, une candidature d'un jeune que je connais, et je vais expliquer à l'entreprise ce qui doit être mis en place. Et par exemple, le temps de repos, ou même à mes collègues, je vais expliquer le temps de repos. Souvent, j'ai des collègues qui me disent ok, il est 10, il a des problèmes pour lire. Oui, il a des problèmes pour lire, mais ça va bien au-delà de ça. Donc, il y a un temps de repos nécessaire. Un enfant qui est 10, et vous le savez, et tous les jeunes qui sont là le savent, le travail à la maison, il est beaucoup plus conséquent. Et ça, dans une entreprise, il faut en tenir compte. Ensuite, la deuxième question qui m'avait été posée, c'est comment vous avez réussi à déployer. Déployer, ça veut dire mettre en place des actions.
Voilà, et pas que de la communication. Je suis un petit peu en guerre contre toutes les grosses entreprises qui communiquent sur leur sensibilité au handicap en disant « Ah bah oui, le handicap, on est sensible, ok, vous faites quoi sinon concrètement ?» Voilà, donc l'idée c'est de mettre en place des actions concrètes, très ponctuelles, ça peut être tout petit. Il y a la journée des DUOD là, qui va arriver au mois de novembre. Je trouve que c'est une journée formidable pour les jeunes de pouvoir aller dans une entreprise et rencontrer un métier. Alors ça peut être une journée de rêve, hein, je voudrais aller voir tel métier, même si ce n'est pas celui vers lequel je me destine, mais on m'offre la possibilité d'y aller une journée. Et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon de voir et se rendre compte que travailler avec un jeune en situation de handicap, c'est complètement possible et ça apporte énormément. Donc des petites actions. Après, des actions plus concrètes, ça veut dire des journées de sensibilisation. Moi, je fais des reverse mentoring. Le reverse mentoring, c'est un parrainage inversé où l'entreprise est parrainée par un jeune en situation de handicap, va passer une journée avec lui et va apprendre de ses difficultés, de ses spécificités, etc. Je fais de la sensibilisation en entreprise pour qu'ils comprennent ce qu'est le handicap. Alors, on fait pas mal de sensibilisation à l'autisme. On accueille à l'université Paul Sabatier une centaine d'étudiants autistes. Donc les accueillir, ça veut dire les accompagner, avec un autre dispositif que vous connaissez peut-être, qui est le programme Atypie Friendly. Je les amène à la réflexion sur la RQTH et je les amène surtout à constituer le dossier. Alors comme je sais que c'est enregistré, que peut-être on l'entendra un petit peu plus haut que dans cette salle, moi j'ai toujours une réserve sur la RQTH pour la dernière lettre, le H. C'est très difficile d'accéder à ce dossier parce qu'on se dit, ça y est, on a une étiquette. Et il me semble que déjà, si RQTH s'appelait autrement, alors comme c'est enregistré, peut-être qu'on l'entendra, si RQTH ça s'appelait autrement et qu'on n'ait pas cette étiquette de handicap, mais peut-être de besoins spécifiques. Tout à l'heure, j'ai aussi entendu parler de c'est pas à l'étudiant à s'adapter, mais c'est à l'environnement à s'adapter. Ben, si on parle de personnes à besoins spécifiques, on est d'accord, c'est pas elle, c'est l'environnement qui doit être adapté. Et je crois qu'on avancerait déjà pas mal sur ce point-là. Ensuite, la dernière question, et j'espère être dans les temps, mais je fais vite. Hein. La dernière question, c'est quels sont les axes prioritaires ? Alors, les axes prioritaires, le premier, c'est de trouver des fonds, parce que c'est le nerf de la guerre, et vous le savez, ce dispositif à l'université, il est, alors élégamment dit, c'est sur fonds propres, hein, voilà, où il est autonome, comme vous voulez, donc il n'y a pas de fonds. Néanmoins, les entreprises sont toujours très intéressées quand on leur dit on peut faire des choses pour vous. Donc je signais des partenariats avec toutes les entreprises qui sont là et qui viennent. Alors ça veut dire entretenir régulièrement une activité avec eux et leur proposer des choses concrètes. Et puis ensuite, c'est travailler la confiance. Alors je crois que c'est ce que disait la jeune chercheuse tout à l'heure. C'est ce sur quoi elle a terminé, sur la notion de confiance. Les étudiants qui arrivent à l'université, souvent, ils ont un gros déficit de confiance. Bon, déjà parce qu'on leur a expliqué pendant longtemps qu'ils n'étaient pas toujours en capacité, ce qui est très faux. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Donc, leur redonner confiance et leur montrer que c'est possible. Et puis, donner confiance aux entreprises aussi. Souvent, les entreprises, elles ne veulent pas faire parce qu'elles ont peur de ne pas savoir faire, de mal faire. Elles ont peur également que ça n'aille pas suffisamment vite ou bien, ou que les équipes ne sont pas disponibles. En faisant de la sensibilisation, en allant les rencontrer, en leur montrant que c'est possible par des actions riches et diverses, on y arrive. Et toutes les entreprises qui sont là sont partenaires et ont régulièrement des actions avec nos étudiants. Donc voilà, j'aimerais bien imaginer qu'un jour Apipech soit dans plein d'autres universités. Merci pour votre écoute. Ouais. Alors nous allons terminer cette table ronde avec Yvan Coelho, qui est directeur du Cap Emploi du Loir-et-Cher. Alors Yvan, première question, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un Cap Emploi ? Quelles sont ses missions et également si le personnel des Cap Emploi sont formés pour l'accueil et l'accompagnement des personnes DIS ? Bonjour à tous. Alors, le Cap Emploi est une mission de service public et donc vous retrouvez des équipes dédiées dans chaque département. Ce qui fait la clé du Cap Emploi, c'est d'intervenir sur le champ de l'emploi et du handicap. Donc, les équipes sont formées
se professionnalise régulièrement à pouvoir accompagner, en tout cas accueillir toute personne, quel que soit le handicap, et également d'avoir une très très bonne connaissance de tous les outils et tous moyens de compensation. Donc nos missions: accompagner un primo-demandeur d'emploi ou un demandeur d'emploi qui va arriver un petit peu plus tard à l'âge adulte, l'accompagner vers l'emploi, à intégrer une nouvelle, en tout cas, ou une première entreprise ou une nouvelle entreprise. C'est aussi intervenir pour des salariés qui seraient confrontés à leurs problématiques de santé alors qu'ils sont en emploi et trouver des solutions dans l'entreprise. Mais c'est également dans nos missions, et ça c'est un volet qui est très très important et c'est un enjeu pour nous et notamment vis-à-vis des troubles 10, c'est de prospecter les entreprises, les sensibiliser à l'emploi et leur demander de nous donner en gestion leurs propres offres d'emploi afin de faire le tour et notamment de pouvoir proposer des offres d'emploi aux personnes que nous allons accompagner. Alors, concernant la formation et la professionnalisation, nous avons un centre de formation nommé Handi Formation spécifique au Cap Emploi avec des parcours, et on a un parcours interne lié au trouble 10 qui doit nous permettre de mieux accueillir sur des premiers rendez-vous, de mieux accompagner, notamment sur des projets professionnels, mais également de pouvoir mettre en place des promotions de candidature vis-à-vis des entreprises et également de pouvoir proposer tous les outils, moyens de compensation, soit aux organismes de formation pour adultes, mais également en entreprise. Et les personnes 10 que vous recevez, comment reçoivent-elles, enfin comment s'engagent-elles dans la démarche de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés ? Parce qu'on a déjà entendu que c'était un frein et que le H ne passait pas toujours. Voilà, donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur... Alors, la particularité, oui, du Cap Emploi, c'est que toutes les personnes que nous accompagnons ont engagé une démarche auprès de la MDPH et donc sont titulaires ou vont devenir titulaires de ce qu'on appelle RQTH. Et je rejoins ce que vous disiez. Je pense qu'il serait important de pouvoir changer cette dénomination qui est, sur un premier principe, déjà bloquante. Alors, on ne va pas, nous, avoir le même public que vous évoquiez au niveau de l'université. On voit très peu ce public. On va plutôt avoir des publics qui ont été jusqu'au bac, voire bac pro, des publics qui ont déjà été identifiés sur des parcours un peu plus spécifiques, comme dispositif Ulysse. Donc, ils ont déjà une reconnaissance par, je dirais, le pôle enfant de la MDPH. Et la suite, globalement, s'engage plus facilement si les parents ont bien connaissance de cette possibilité-là. Pour les autres, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, je parle des jeunes qui vont avoir suivi des parcours supérieurs, universitaires. On a plutôt l'impression qu'ils ont envie de mettre ça de côté et de se prouver qu'ils sont capables de travailler sans aménagement. Donc, pour nous, une des difficultés, c'est qu'on va les retrouver peut-être 1 an, 2 ans après, suite à plusieurs échecs ou des périodes d'essai qui n'ont pas été renouvelées, ou alors on va nous appeler lorsqu'il va y avoir un certain nombre de tensions dans l'entreprise, et c'est à ce moment-là peut-être qu'il va y avoir le côté déclencheur pour pouvoir engager une démarche, mais ça reste quelque chose quand même de très compliqué. Et une dernière question, quel accompagnement mettez-vous en place pour une personne 10 qui souhaite accéder à l'emploi ou pérenniser son emploi ? Alors, puisque pour nous l'objectif, c'est d'accéder à l'emploi ou de garder son emploi, c'est l'objectif final. On va être sur le double accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer une offre d'emploi globale et on va orienter des CV. C'est toujours un accompagnement individuel de la personne 10, mais c'est aussi un double accompagnement parce que ça va être l'accompagnement de l'entreprise dans laquelle on va vouloir proposer sa candidature. Donc je résumerai sur de la disponibilité, de la proximité. Pour nous, il est important de bien connaître toutes les caractéristiques du jeune, mais aussi tous ses atouts. Et après, une fois qu'on a bien la connaissance de toutes ces caractéristiques-là, ça passera obligatoirement par une visite de poste. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important de savoir où la personne va travailler, quel est son environnement de travail,
avec qui elle va travailler, communiquer, de quelle manière seront passées les consignes afin de pouvoir immédiatement proposer les bons outils de compensation, la bonne organisation. Et ça passera, parce que c'est pour nous en tout cas un enjeu, par une sensibilisation de l'entreprise et du collectif de travail, parce que la sécurisation et la pérennisation ne passera que par la bonne compréhension. Je terminerai juste par rapport au trouble 10, parce que c'est un enjeu pour nous, Réseau Cap Emploi, et on travaille à se professionnaliser. C'est que ça reste, et je fais le lien avec la démonstration qui a été faite tout à l'heure, ça reste un handicap invisible, ça reste lié au cognitif, et qu'aujourd'hui, les différentes études qui sont faites en entreprise font que la perception du handicap cognitif, et j'y ajouterai du handicap psychique, sont forts de beaucoup de préjugés, et que ça reste encore compliqué d'arriver à bien convaincre et d'embarquer les entreprises avec nous. Merci à tous les intervenants de cette table ronde.